dois vous rappeler que depuis 2 ans, ce gouvernement a mis en place les réformes que le chef de l'État avait proposées pendant la campagne électorale. Nous l'avons fait sur un rythme accéléré, parfois trop, donc où les Français n'ont pas toujours suivi ce rythme. Et dans le même temps, je crois que le champ des réformes qui a été mis en place et qui a été voté, aujourd'hui, est souvent oublié dès qu'il a été voté. Je mets en exemple la loi SNCF, les ordonnances, la loi sur le logement, la loi Agrolim, la loi sur l'apprentissage. Je prends quelques exemples comme ça du nombre de textes importants qui conditionnent l'avenir, qui conditionnent d'abord le travail, l'éducation, la santé, la probité dans ce pays. Voilà un certain nombre de textes qui marqueront les esprits dans le futur, qui marqueront l'histoire, je pense, de ce quinquennat. Et dans le même temps, nous devons, en même temps, justement, essayer de prendre peut-être le temps d'une pause pour faire ce bilan. Je pense que ce jour, aujourd'hui, le 7 mai, jour anniversaire, devrait nous permettre de prendre un petit peu de temps pour regarder le chemin parcouru, les difficultés que nous avons rencontrées et la volonté du gouvernement, 2 ans après, de poursuivre ces réformes de façon à transformer ce pays et à le mettre en état de marche, si je puis m'exprimer ainsi, pour pouvoir affronter les défis de l'avenir. Au niveau de l'ambiance, qu'est-ce qui a changé entre le moment de son élection et aujourd'hui, 2 ans après? On voit bien d'abord la coagulation des oppositions. Si je vois le panorama qui se dessine au moment des élections européennes, je vois qu'il y a 32 listes opposées au chef de l'État, à En Marche, à la politique du gouvernement, et une liste qui porte au niveau national et au niveau européen cette volonté de progrès, cette volonté de transformation. Et non pas d'une Europe idéale, mais de l'Europe du réel que nous voulons faire renaître aujourd'hui. Donc ce qui a changé, c'est qu'il y a bien sûr eu le temps immédiatement post-élection, qui n'a pas été un temps d'état de grâce, puisque nous avons travaillé pendant tout l'été, souvenez-vous, la loi sur la transparence, les ordonnances sur le travail, les grandes lois qui ont été votées aussitôt, et qui sont poursuivies. Et peut-être que les Français ont trouvé que ce rythme était accéléré, trop accéléré, mais on sait bien que si nous ne faisons pas les grandes réformes en début de quinquennat, après on ne peut plus les faire. Et je pense que l'année qui vient, cette année 2019 et début 2020, concernant les retraites, concernant l'UNEDIC, concernant la réforme institutionnelle, devaient être les réformes qui marquent la fin de cette année. Donc on arrivera aux 3 ans pour avoir fait l'essentiel des grandes réformes. Et peut-être des petits regrets sur la forme. Le président lui-même a fait son mea culpa là-dessus. Moi, je ne suis pas dans la contrition. Je pense qu'il y a sans doute eu des maladresses, je l'entends bien, mais il y a eu surtout une opposition globale dans ce pays qui n'a pas accepté l'élection d'Emmanuel Macron, qui se retrouve parfois dans des coalitions hétéroclites et un peu surprenantes. Quand je vois aujourd'hui les Républicains, les socialistes s'associer pour déposer une demande de référendum, je me dis qu'on voit bien que là, il y a une forme, j'allais dire, de rancune post-élection Emmanuel Macron, que certains n'ont jamais accepté, parce que les partis traditionnels de ce pays qui ajoutaient des alternances stériles, aujourd'hui se coagulent pour faire en sorte que ce gouvernement ne puisse pas continuer à travailler. Or, il va continuer à travailler. Et je trouve que les républicains de bon sens, tous ceux qui défendent aujourd'hui ce pays et la République, devraient plutôt se mobiliser pour que ce gouvernement réussisse, parce qu'il y va de l'avenir de notre pays, il y va de la survie même de la démocratie, par ailleurs. On voit bien qu'il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui au gouvernement que mène Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'alternative crédible, si ce n'est une dérive vers ce que connaissent d'autres pays actuellement en Europe. J'ai une dernière question, simplement sur... on a un peu l'impression que pour l'instant, ces 2 ans ont été scindés en deux, on va dire, entre la première période avec un bel alignement des planètes, où finalement tout fonctionnait plutôt bien pour le président, et puis à l'été 2018, juste après la Coupe du Monde, il y a l'affaire Benalla qui se déclenche, défection en pagaille de ministre de premier plan, la crise des Gilets jaunes. Bon, est-ce qu'il peut vraiment là maintenir le cap, Emmanuel Macron? Il est certain que la deuxième année n'a pas été dans le ton, dans l'ambiance de la première. Reste que de faire de l'affaire Benalla le départ des difficultés, des coïncidences. Moi, je prends l'affaire Benalla pour ce qu'elle est. Une affaire personnelle, une dérive personnelle, grave, par ailleurs, mais qui n'entache en rien la politique globale du gouvernement par ailleurs. C'est pas avec l'affaire Benalla qu'on change ou qu'on ne change pas les lois importantes de notre pays, qu'on fait avancer ce pays. Je vois aujourd'hui pour la loi sur la santé, pour la loi sur l'école que nous conduisons. Regardez le travail immense qui a été accompli par Mme Buzyn, par M. Blanquer, par Mme Belloubet, par Marlène Schiappa, pour les lois que nous avons sur la sécurité qui ont été menées aussi par Gérard Collomb par ailleurs.
Et puis la façon dont le gouvernement, face à une revendication sociale qu'on peut comprendre par ailleurs, eh bien, c'est tenir le cap et la détermination, avec la grande conférence qui a eu lieu hier à Matignon, de vouloir poursuivre les réformes tout en maintenant les équilibres financiers, en limitant les déficits et la dette de ce pays.